Bonjour, c'est Yona, sophrologue, relaxologue et énergéticienne au Centre H2E. Au Centre H2E et dans le gîte des Prés de Garnes, nous vous offrons de l'eau de qualité. Et avec mon mari, nous avons eu l'idée de rencontrer le fondateur des fontaines qui produisent cette eau. Et pour que vous en sachiez un peu plus en matière de qualité de l'eau et pourquoi il a fondé cette société et où est-ce qu'il veut aller, quel est son but. Voilà, donc je vous laisse avec mon mari et Olivier Bouche, le fondateur de Nataris. Bonjour Olivier, merci de nous accueillir ici à Plessé dans cet endroit magique. Bonjour. Pour réaliser cette interview. Nous avions envie de faire connaître au plus grand nombre le projet très innovant qui se développe et qui se déroule ici, que tu instruis et qui finalement concerne la vie de tout un chacun. Peux-tu nous en dire d'abord un peu plus sur ce lieu et sur ce lien avec le projet ? Alors ce lieu, c'est une histoire d'ADN presque, une histoire de mémoire cellulaire et familiale. Je suis issu d'une famille de maîtres charpentiers qui œuvrent dans la construction ou le bois presque depuis le Moyen-Âge. Voilà, même mon nom de famille provient de Bouchot, le fagot de bois, en vieux français. Mon père, maître charpentier, mon grand-père, mon arrière-grand-père, j'ai été éduqué dans le savoir-faire des bâtisseurs. Et un jour, j'ai rencontré un concepteur de maisons rondes en bois, Patrick Marcilly, et qui m'a donné envie de construire ce bâtiment-là dans un lieu magique. Ici, il y avait une terre d'accueil absolument formidable. Et en travaillant sur ce sujet-là, forcément, quand on travaille sur le savoir-faire des bâtisseurs, on travaille sur le vivant, sur la vie, sur le développement durable, sur les fameux nombres d'or. Le gold number, la divine proportion lui donne le nom qu'on veut, mathématiques sacrées, mais en fait, c'est l'histoire de la vie, du vivant, de l'histoire des dimensions entre les planètes, des divisions cellulaires dans l'arbre, de la feuille, etc. Et ça nous ramène forcément, dans un lieu comme ça, au milieu de la nature, à la vie et au vivant. Voilà, l'histoire déjà de ce lieu, c'est l'histoire du lien avec ma famille et le vivant. Alors, du coup, ce que tu viens de dire fait une excellente transition avec la thématique qui intéresse Nataris. Comment es-tu entré dans ce sujet de l'eau, au cœur du sujet, et comment est né Nataris dans ce domaine de l'eau ? Alors, c'est une histoire de rencontre et puis une histoire avant tout de préoccupation. Depuis mon enfance, j'ai un papa qui m'avait conduit au respect de l'eau et à regarder et observer de près la nature. Dans les années 90, avec un ami, Eric, on s'est mis en tête de partir dans un long raid à travers l'Afrique et le Sahara, et on s'est trouvé en plein milieu du désert avec très peu d'eau. Et on a constaté à ce moment-là, on est dans les années 90, il n'y a pas encore le téléphone portable et les gens riches ont des téléphones satellites. Nous, on n'avait pas ça, on était en expédition solitaire dans le Sahara. Et là, on prend conscience vraiment de l'enjeu, l'eau. Un truc qui est simple pour nous. On tournait notre robinet dans la maison et puis ça arrive. Là, c'est plus le même cas. On a moins d'eau et forcément, il y a un éveil. Plus tard, en construisant cette maison, je rencontre quelqu'un qui vit en Inde, Bhagwandas pour le Sinté, et qui m'éveille à ce qu'est l'eau, finalement, et je vais le voir, et là démarre le projet. Et ce projet autour de l'eau, dont tu viens de rappeler effectivement la perception et le ressenti de la haute valeur pour l'humain, surtout quand il s'en trouve un peu privé, quels sont les enjeux pour tout un chacun de disposer d'une eau de très haute qualité comme celle après laquelle finalement œuvre Nataris, et où
ou l'entreprise a-t-elle pour vocation de rendre disponible cette eau de qualité? Alors, tu parles d'une entreprise et je fais juste un petit aparté. Cette entreprise, c'est plus de 30 personnes qui se sont associées dans ce projet Nataris pour que quelque chose émerge sur le plan scientifique et observer un petit peu ce qu'est l'eau et la santé, qui est presque un sujet tabou. L'eau est un bien commun. Il faut nourrir une planète de près de 8 milliards d'habitants aujourd'hui, et même un peu plus, et il faut au quotidien abreuver 8 milliards d'habitants avec une eau, si possible, de meilleure qualité possible. Et on pense que l'eau, c'est de la flotte, mais c'est pas de la flotte, c'est un nécessaire pour notre organisme. Nous sommes composés de 98% en nombre de molécules, un peu moins en poids. Et c'est donc, après l'air, l'élément nécessaire à notre survie. Donc forcément, là, se pose la question de l'enjeu de la qualité de l'eau pour chacun d'entre nous. Je rappelle au passage que l'eau est le plus grand serial killer au monde, alors que c'est le nécessaire de notre quotidien, puisque l'OMS estime que l'eau de mauvaise qualité, polluée, tue environ 4,5 millions de personnes par an dans le monde, et c'est un scandale planétaire, public, qui mérite d'être souligné. Oui, et la tendance semble plutôt à ce qu'une part de plus en plus importante de la population mondiale soit affectée par la criticité de l'eau dans les décennies qui viennent. Oui. On est plutôt dans une pente... Oui, parce qu'il y a deux grands sujets. Il y a la qualité de l'eau, comme tu me le fais remarquer aujourd'hui, et puis sa disponibilité allant au lieu précis. On vient de voir là, c'est en début d'année, une grande ville comme le Cap en Afrique du Sud privée d'eau. Voilà, ça nous fait nous poser des questions sur l'accès à la ressource demain, et c'est une vraie inquiétude. Voilà. Maintenant, il y a la ressource et la qualité. Et nous travaillons, nous, aujourd'hui, côté Nataris, sur la qualité. Et quelle eau boire? Alors justement, sur cette question de qualité, parce que pour le grand public, beaucoup de communication entoure ce sujet mal connu. En quoi est-ce que les procédés d'affinage de l'eau sur lesquels travaille Nataris, et qui sont des choses très techniques, sont différents de toutes les sortes de filtrations qu'on voit un peu partout, avec des résultats variables? En quoi sont-elles différentes? En quoi sont-elles innovantes? Alors, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vendent sur le marché un certain nombre de filtres, et l'eau est devenue un métier de produit où on va vendre telle carafe ou tel système de filtration, alors que finalement l'eau est un métier de service et de connaissance. Et au regard d'une douzaine d'années de travail, des connaissances et des certitudes, on en a assez peu finalement. Alors, on a des choses que l'on peut reproduire et qui sont connues comme l'osmose inverse, qui a été mise au point pour envoyer l'homme dans l'espace et dans la navette ou la station orbitale aujourd'hui. C'est grâce à l'osmose inverse qui, pour vous donner, c'est pas ragoûtant, mais prend de l'urine et la transforme en eau, puisque c'est ce qui se passe. Donc c'est cette technologie d'osmose inverse, donc une sorte de filtration très aboutie, que nous utilisons pour filtrer. Et ensuite, chez Nataris, on continue à travailler. C'est là qu'on a lancé des programmes de recherche en 2011, comme d'autres, mais là, de façon très pragmatique, scientifiquement, pour objectiver ce qu'est le procédé de dynamisation Nataris, qui est issu d'un système de biodynamisation mis au point par Marcel Violet dans les années 50-60. Alors précisément, l'actualité de ces travaux scientifiques, parce que c'est notable que Nataris est effectivement un des seuls acteurs à être engagé dans des travaux aussi précis et des échanges avec le monde scientifique, parce que, comme tu le rappelais tout à l'heure, beaucoup de gens vendent du produit. Il est évident que Nataris va plus loin. Quelle est la finalité de ces travaux et quelle est l'ampleur que Nataris souhaite leur donner? Alors, je pense que d'autres que nous font également des travaux de recherche scientifique sur l'eau, mais chacun dans son coin. Et il n'y a pas aujourd'hui un système collaboratif, public, qui permettrait à tout un chacun d'avoir un regard précis
Et j'ai déjà lancé un appel en disant, finalement, ce bien commun qu'est l'eau devrait être observé et analysé par nos organismes publics. Et c'est ce que nous avons commencé à faire en 2015, de façon officielle, soutenue par la BPI des Pays de Loire, économiquement, en signant un contrat de recherche précis avec l'INSERM de Montpellier et un chercheur qui s'appelle Franck Aymon, qui est physiologiste, où on a étudié un pan précis de les effets de l'eau biodynamisée sur un certain nombre de fonctions. Cette étape-là n'est qu'une étape. On a levé un coin du voile, on vient d'avoir des résultats très intéressants. La parution scientifique appartient à ce chercheur pour l'instant, donc on lui laisse effectivement la primeur d'annoncer ces résultats-là. C'est pour nous qu'une étape, puisque demain, ce qui nous intéresse, c'est de poursuivre ces collaborations scientifiques avec d'autres partenaires et non plus arriver en disant « je sais », parce que je pense que s'il y a une vraie certitude que je peux avoir, c'est que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Nous sommes une équipe aujourd'hui de 30 personnes. Dans l'équipe Nataris, il y a un docteur en chimie, il y a 2 ingénieurs, il y a des gens qui se sont posés des questions et qui sont allés sourcer de l'information. On rentre sur la partie filtration osmose inverse. C'est extrêmement simple, connu, facile à mesurer. Je dirais que c'est un procédé qui est utilisé partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Asie, même beaucoup chez nos voisins espagnols, très peu encore en France, parce que il y a une certitude qui dit que l'eau du robinet est bonne. Moi, j'ai compris et entendu qu'elle était potable. D'ailleurs, la terminologie juridiquement potable n'est plus utilisée. On dit eau destinée à la consommation humaine. Voilà. Au sens légal du terme. Nous nous interrogeons, nous, sur cette eau destinée à la consommation humaine. Quelles sont les études médicales qui ont été faites pour montrer qu'elle est bonne pour la santé? Je ne parle pas de est-ce qu'elle répond à des normes, parce que répondre à une norme, ça veut strictement rien dire, d'autant plus que ces normes, d'année en année, on les augmente, pour ce qui est de l'Hexagone, et lorsque je voyage ailleurs dans le monde, les normes changent, c'est-à-dire dans un pays, la norme c'est ça, donc ça veut dire que l'eau est bonne dans tel endroit, cette même eau, je l'emmène dans un autre pays, je dis, est-ce qu'elle répond aux normes de tel pays? Non, elle ne répond plus. Donc la question se pose, est-ce qu'on ne devrait pas mettre d'un côté des normes, parce qu'il faut bien contrôler et respecter, puis de l'autre côté, lancer un programme qui dit étudions l'eau et son effet sur la santé de façon concrète. Et nous avons cherché beaucoup dans les parutions scientifiques, il n'y a très peu de choses. Sûrement parce que c'est un sujet gênant et parce que les réponses à apporter, une fois qu'on aura constaté certaines choses, et on le voit bien nous dans les travaux qu'on est en train de faire, les réponses ne sont pas forcément simples. De façon mondiale, collective, publique, il y a une complexité. Ensuite, une fois qu'on a constaté, à apporter des réponses simples. Nous sommes, nous, des colibris, on essaie d'apporter dans des endroits précis des réponses données en fonction de la qualité de d'entrée. Alors pour en revenir un peu au quotidien de chacun, parce que je comprends bien au travers de ce que tu décris des travaux scientifiques que finalement l'ampleur des enjeux et de ce qu'il y a sur le chemin à découvrir, à objectiver, à caractériser est immense. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, Nataris a déjà franchi des étapes de maturité tout à fait essentielles et que donc cette eau commence à être disponible pour tout un chacun. Quels sont les lieux où l'entreprise la rend disponible aujourd'hui? Quelle est l'actualité en la matière? Puisqu'il semblerait qu'il y a un effet d'accélération tout à fait net en ce moment par rapport à ce palier de maturité. Et quelles sont les prochaines étapes? Alors, pour ce qui est de la France, nous avons démarré et vendu un appareil domestique que l'on installe à la maison avec, par rapport à la technologie, à la notion de service, un technicien qui va, qui installe, qui suit, qui fait de la maintenance annuelle.
Donc on a trouvé nos premiers clients. Et puis petit à petit, le monde de l'entreprise s'est un peu ouvert à nous. On a commencé à élaborer des systèmes pour les entreprises. Et puis en 2015, une femme d'ailleurs à la tête d'un groupement de magasins biologiques à Rennes, pour pas le citer, qui s'appelle Scarabée. Il y a plusieurs magasins, c'est là que Biocoop a démarré en France. Et c'est un des plus gros, on va dire, systèmes coopératifs en France pour l'alimentation biologique, nous avait demandé de faire un système d'eau en vrac, en libre service au rayon vrac. Ce questionnement-là avait démarré chez elle en 2010. En 2015, on a démarré le proto. Et en 2016, on a finalisé notre machine, on l'a essayé, on l'a testé, on a fait nos analyses et on a livré nos premières machines début janvier 2017. Et ça a changé la vie de notre projet puisque aujourd'hui, nous sommes à environ 35 machines déjà installées en 15 mois et une quinzaine déjà en commande ferme, plus bien d'autres en discussion. Oui, c'est une vraie accélération. Donc là, ça permet d'offrir au plus grand nombre, pour quelques centimes, un litre d'eau de bonne qualité en évitant le transport en camion, une grosse quantité, même si notre bouteille aujourd'hui est en PET rigide, mais elle est réutilisable sur 2 ans, elle est lavable bien sûr, et on évite des centaines et des milliers de bouteilles qui sont un déchet gênant pour notre planète. On travaille demain sur la bouteille végétale. Voilà, l'avenir fait que c'est un sujet qui n'est jamais terminé. L'eau, c'est aquacomplexe. Il faut étudier, il faut recommencer à étudier. Il faut trouver des équipes, fédérer des équipes de chercheurs qui travaillent ensemble. Ça, c'est une grande complexité parce que dans le monde scientifique, nous, on a eu la chance de trouver quelqu'un de très ouvert, brillant, mais il y a une compétition à la parution, donc chacun, de façon naturelle, veut faire ses travaux, sauf que l'eau, c'est compliqué, que ça nécessite un groupe et une pluridisciplinarité dans la recherche. Donc d'un côté, Nataris demain va sûrement isoler toute cette partie recherche scientifique qui nécessite des moyens énormes, et puis continuer, poursuivre son métier technique d'analyse d'eau, de situation et de délivrer à un point donné, chez le particulier, dans l'entreprise, en libre service dans les magasins, une eau de bonne qualité. Voilà le travail de Nataris aujourd'hui. Oui, alors Olivier, un dernier sujet, je comprends au travers de l'élargissement, l'enrichissement et la concrétisation de la palette des lieux et des modalités dans laquelle Nataris rend disponible cette eau de qualité, que finalement la réussite et l'accélération récente des activités s'accompagnent aussi d'une ouverture de la PME au monde extérieur. Tu as parlé des échanges avec la recherche, mais on voit bien que pour que demain, on ait aussi des canaux de disponibilité dans les collectivités locales, à d'autres endroits dans la cité du futur. Il y a un travail qui est fait en ce moment par Nataris, de s'ouvrir à plus d'échanges, et cette présentation d'aujourd'hui est aussi un appel à des bonnes volontés qui auraient un intérêt ou une complémentarité avec le projet de l'entreprise. Je sais qu'en particulier en début d'année, Nataris, petite entreprise mais très innovante, a en particulier rejoint un pôle de compétitivité, ce qui est un petit peu le saut aussi d'une maturité relationnelle de l'entreprise avec l'ensemble des acteurs de l'économie. Oui, nous avons rejoint le pôle de compétitivité DREAM pour justement renforcer cet aspect recherche et puis aller chercher également des partenariats, du conseil par des gens qui ont eux aussi de leur côté des programmes de recherche, tisser des liens puisque c'est aussi l'économie qui fait vivre les entreprises. Et c'est un dossier assez récent en cours, mais qui nous aide beaucoup. Et je pense que demain, l'avenir de Nataris, c'est de créer encore plus de relations avec le monde de la recherche dans ces pôles de compétitivité pour partager les connaissances des uns et des autres
et de façon idéale pour nous créer concrètement cette année. Le projet est en cours, la formalisation en est à quelques mois. Cette unité pure de recherche scientifique et technologique associée, c'est-à-dire ça ne peut pas être qu'un seul côté, c'est les deux ensemble réunis qui nous permettront. Et je vais conclure, s'il y a un rêve qui est un rêve d'entrepreneur pour moi, partagé par mes associés, dont bon nombre sont eux-mêmes des gens qui ont eu un parcours entrepreneurial encore bien plus abouti que ce que peut être Nataris aujourd'hui, c'est de transformer le projet Nataris un jour en fondation. C'est un projet commun qui a été évoqué récemment. Je ne sais pas le temps que ça prendra, mais c'est une ambition collective de l'équipe de Nataris. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense on va continuer à travailler parce que ça prend tout son sens par rapport à ce qu'est l'importance de l'eau pour chacun d'entre nous et pour chacun des hommes qui chaque matin ouvrent une paupière le matin en disant bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Mais de toute façon, il me faudra bien 1 litre et demi d'eau pure, etc. Et pour moi, et puis un peu plus pour ma famille, etc. Bah écoute, merci Olivier. Je pense que ces éclairages permettront à chacun de comprendre à quel point Nataris est une pépite riche et comment sous la peau d'une pépite PME se cache un projet qui est réellement de dimension internationale. Oui. Merci Olivier. Merci.